On va vous donner la parole pour poser des questions. Yitzhak Hada. Une question pour Dan Berry. D'abord, merci pour l'exposé et la description. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle et me pose problème dans un point sur lequel je voudrais quand même poser la question. C'est qu'il y a une espèce de nostalgie, je pense qu'on est beaucoup partagé par rapport au modèle de l'école républicaine qui donne sa chance à chacun. Et d'un autre côté, dans ton exposé, tu parlais de la nécessité, ou plutôt d'impossibilité, de la difficulté de mettre en place des classes de niveau de façon à ce que les enfants puissent étudier de la meilleure façon. À mes yeux, les deux choses sont contradictoires. C'est-à-dire que je vois cette tendance, dans l'école où sont nos enfants, je vois cette tendance elle n'est pas toujours avouée, elle est parfois clandestine, à l'Akbatsa, à faire des classes de niveau. Et personnellement, je ne comprends pas comment on peut donner sa chance à tous les enfants lorsque on les classe de cette façon. Tu as montré, tu as dit qu'aujourd'hui ça se faisait par ordre alphabétique, la répartition en classe, etc. Donc on comprend bien qu'il y a une résistance, indépendamment de la discussion sur les valeurs, le postullisme, etc., avec laquelle je suis entièrement d'accord, mais sur cette question-là, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que le nivellement a priori des enfants à partir d'un niveau initial condamne ceux qui vont être dans les classes qui sont les classes basses, à rester à ce niveau-là et ne permet pas à chacun effectivement de développer a priori le potentiel qu'il a. Donc c'est une question purement pédagogique, mais qui me semble important par rapport à la réflexion qu'on a sur ce à quoi on aspire au niveau pédagogique. Yitzhak, je ne suis pas d'accord avec toi. Par expérience. Au contraire, je pense que d'abord il faut en Israël les Akbatzot sont illégales jusqu'à la Kita Zain. Comment? Rak mi Kita Zain ve'al'a mutar lasot Akbatzot. Pour moi, l'idéal de fonctionnement d'une école, disons une école où il y a la possibilité de faire 3 classes à chaque classe d'âge et de faire 3 niveaux, mais pas dans les classes. C'est-à-dire que les niveaux, il y a tout le temps 3 niveaux, 3 akbatzot pour chaque discipline. Alors, on va dire, alors où est la classe? Comment est-ce qu'on va avoir un méchaner qui va connaître mieux chaque enfant qui est responsable et ainsi de suite. Alors, en fin de compte, l'expérience montre que les compétences, les dons des élèves ne se répartissent pas d'une manière égale dans toutes les disciplines. Il y a la grande division scientifique, littéraire, et il y a aussi les langues et ainsi de suite. Il y a la créativité, il y a d'autres critères. Donc, mais en fin de compte, la plupart des heures d'enseignement sont consacrées à des matières littéraires. Torah, Sifrut, Ivrit, en général, les mêmes élèves sont bons aussi en langue, et par conséquent, le résultat, si on faisait objectivement un classement de possibilités d'apprendre à un certain rythme et à partir d'un certain point, parce que c'est essentiel de se rappeler cette chose-là. L'enseignement est composé d'actes, d'acquisition, de morceaux de connaissances. Quand je dis connaissances, je dis aussi comment ça s'appelle, Meyumanut, j'ai oublié. Les compétences qui sont liées à ces connaissances, à l'utilisation de ces connaissances. Pardon ? Ken, exactement. Bon, maintenant tout le monde comprend. Donc, quand je parle de connaissance, c'est pas connaissance seulement, c'est connaissance avec les compétences. Donc, il y a on pourrait dire, des unités d'acquisition de ces compétences. Par exemple, j'apprends à faire une soustraction. Donc, il y a besoin de savoir par cœur les soustractions, et il faut savoir comment faire la soustraction. Ou j'apprends la guerre du Péloponnèse. C'est un chapitre dans l'histoire. Et
Moi, je l'enseigne. Mais... et ainsi de suite. Et par conséquent, là-dedans aussi, il y a des compétences, lire des cartes, lire un tirasman, comment on appelle ça en français? Une frise chronologique. Une frise chronologique. Une frise chronologique, en fait. Et ainsi de suite. Tous les élèves ne peuvent pas commencer au même niveau. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à lire une frise chronologique. C'est une compétence. Il faut que ça ait été acquis. Si je me sers pour enseigner d'une frise chronologique en face d'élèves qui ne savent pas la lire, alors ils vont être en état d'échec. Et ainsi de suite. Si j'enseigne la guerre du Péloponnèse sans avoir enseigné les guerres médiques, alors c'est impossible de comprendre de quoi il s'agit. Et ainsi de suite. C'est-à-dire dans chacune des disciplines, il y a la nécessité d'avoir des connaissances préacquises et des compétences préacquises. Par conséquent, je commence à un certain point. À partir de ce moment-là, je fais acquérir par l'élève une unité de connaissances-compétences. C'est évident qu'il y a des élèves qui vont prendre ça comme ça, en très peu de temps, et d'autres pour lesquels je vais devoir utiliser une langue plus simple, répéter plusieurs fois, questionner à ne pas prendre pour acquis qu'ils ont déjà compris, vérifier les connaissances à une échelle de résolution plus précise. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, ça n'est pas possible si j'ai une classe hétérogène. Vous comprenez? Donc, ce qui est très important, c'est de donner sa chance à chacun. Si j'enseigne tout le monde au même niveau, alors les plus doués vont être ennuyés et vont commencer à chahuter, les autres vont être perdus, et par conséquent, je n'aurais pas fait ce qui est nécessaire pour que chacun progresse. Voilà. Je voudrais poser une question à Yael. Est-ce que les manuels scolaires expliquent qu'on est en Israël tellement de petits génies en informatique et en high-tech? Est-ce que les manuels scolaires expliquent pourquoi il y a tellement d'enfants, comme on vient de le voir dans les journaux, qui n'ont pas envie de faire l'armée? Je n'ai pas compris exactement ta question. L'action, oui. C'est-à-dire, tu dis, est-ce que les manuels scolaires peuvent expliquer... Attends, est-ce que les manuels scolaires peuvent expliquer pourquoi les enfants n'ont pas envie d'aller à l'armée, par exemple? Alors, moi, j'ai montré, par exemple, que l'enseignement de l'histoire ne leur donne aucune envie d'appartenir au pays dans lequel ils vivent. Donc... D'accord? C'est-à-dire, on a tout dénationalisé. Il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pays auxquels on croit. La Shoah n'est plus enseignée comme on doit, et j'ai pas montré les exemples. On parle plus, on n'enseigne plus ni qui était Herzl, ni qui était Ben Gurion, etc. Donc les élèves n'adhèrent plus à leur histoire, donc ils n'ont absolument aucune envie de se mobiliser pour le pays dans lequel ils vivent. Ça, c'est au niveau de l'enseignement de l'histoire. Ah oui. La troisième, c'est est-ce que les manuels scolaires expliquent la violence dans les écoles? Bon, moi, j'ai parlé spécifiquement des manuels d'histoire, d'accord? Bon, dans les manuels d'histoire, au contraire, ce qu'on essaye de faire, c'est d'arrondir les angles, d'expliquer qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de violence. Alors, moi, je t'ai parlé des manuels d'histoire. Disons, je ne peux pas parler globalement de ça. Et moi, j'aimerais juste poser une question à Odile, si je peux, et à Dan aussi, dire quelque chose. Odile, quand tu as parlé de la Liba Meshutefet, qui est donc un programme commun ou un cœur commun, on appelle ça. Tu as parlé des matières de la littérature, tu as parlé de l'histoire, tu n'as pas du tout parlé des Liboudei Kodesh, d'accord? Et il n'y a pas. Donc, si ça concerne la littérature, l'histoire, etc., là, il n'y a vraiment aucune raison qu'il n'y ait pas une Liba Meshutefet. Moi, je ne connais pas très, très bien les autres matières, mais si on demande, tu as parlé par exemple des Haredim ou même du milieu d'Atiléoumi, si on a envie que les enfants aient un niveau en Torah ou en Liboudei Kodesh globalement, si on commence à avoir une Liba Meshutefet à tous les élèves, on aura vraiment un gros problème. Donc, il n'y a pas parlé de ces matières-là du tout. 50% du programme concerne la Liba, le cœur commun, le corps commun, et les 50% restants sont les salles initiatives des établissements.
C'est-à-dire que tout ce qui est Limudei Kodesh ou Limudei Yahadut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une obligation pour les écoles, même l'Arti, d'introduire de la culture juive. Autre chose que moi je voulais faire remarquer, tu as parlé surtout, je me permets de te tutoyer, d'accord, tu as parlé du Yesodi, donc du primaire, et tu as dit très justement... C'est là que l'ascenseur social... L'ascenseur social commence, toutes les choses commencent. Mais moi, dans le cadre de mon expérience à moi, donc en tant que formatrice de prof, on va dire, donc j'ai des étudiants dans toutes les écoles du pays, d'accord, et il s'agit donc du collège et du lycée, qui doivent passer un examen modèle, mais ils sont avec des professeurs tuteurs et je suis en contact avec eux. J'observe aujourd'hui un très très grand changement. Par exemple, j'étais récemment à Ramleh, donc qui est une ville de développement. Il y a d'ailleurs un Garin Torani qui se développe et qui fait un excellent travail, qui est l'émanation du Garin Torani de Lod. Et je suis arrivée là-bas dans une école où la directrice d'école a l'œil partout, où la prof qui donnait son cours modèle est entrée en classe. Les élèves se sont levés quand la prof est entrée, d'accord. Ils ne se sont assis que quand la prof les a autorisés à s'asseoir. Elle avait son ordinateur personnel et tous les autres profs de l'école ont un ordinateur. Et elle a dit, je pose 4 questions à l'élève, à chaque élève vous devez répondre. 1, est-ce que vous êtes présent? 2, est-ce que vous avez fait vos devoirs? 3, est-ce que vous avez votre manuel et vos cahiers? 4, est-ce que sur votre table, il n'y a que la matière qu'on va enseigner? Et les élèves ont répondu tous, vraiment de façon systématique, aux questions. Toutes les questions étaient enregistrées immédiatement sur l'ordinateur. Et online aussi, la présence, donc arriver au secrétariat, parce que c'est une ville où il y a des problèmes, tu l'as dit, il y a des problèmes de sécurité. Un enfant qui n'est pas à l'école, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, il y a eu des cas de suicide, enfin il peut y avoir des cas de drogue, etc. Donc la présence est très très importante de vérifier. Et alors après, j'ai parlé avec la directrice, avec cette prof et avec la directrice, et la directrice m'a dit, tous les Motsai Shabbat, je m'assieds avec les informations que j'ai reçues de l'ordinateur, et je vais avec tous les Machovim, et je vérifie ce qui se passe dans toute l'école, et elle suit ça. Alors je suis revenue, moi, très contente, je ne connaissais pas ça. Je suis arrivée dans mon cours de méthodologie à l'université, j'arrive, je dis, vous savez, c'est tout à fait extraordinaire ce que j'ai vu. Et alors, les profs qui enseignent dans le Mamlarti me disent, mais enfin, tu débarques plus ou moins, je ne me rappelle plus comment ils m'ont dit ça en ivrite, mais enfin, ils m'ont dit, mais c'est comme ça dans toutes les écoles actuellement, au Raot Ministra d'Achinour, il y a maintenant un takanon, dont un règlement, et effectivement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une reprise, oui, sur le plan de la discipline et sur la façon de tenir les élèves. Que sur le plan de la pédagogie soit une pédagogie permissive, que l'élève soit au centre du processus d'apprentissage et pas le professeur, ça c'est évident. C'est évident que c'est ce qui s'est développé et qu'on a un vrai problème avec ça et que ça, il faut revoir depuis le début parce que c'est pas possible et que le professeur accompagne l'élève au lieu que ça se passe de haut en bas. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience importante, des changements importants, en tout cas au niveau, moi j'arrive vraiment dans tous les coins du pays parce que j'ai des étudiants partout, que ça soit en Yehuda de Shomron ou que ça soit dans le pays, je pense que là il y a vraiment beaucoup de changements qui se sont passés. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience parce que ça dégénère complètement, mais d'un autre côté, ce système-là a détruit toute une génération, tout simplement. C'est une question qui va vous paraître un petit peu hors sujet, mais il me semble qu'on va pouvoir la ramener au sujet. Et vous avez séparé l'enseignement de l'éducation, attribuant l'enseignement aux professeurs, l'éducation aux parents. Il y a des interactions qu'on ne soupçonne pas. C'est que les enseignants qui trouvent des enfants agités, aux troubles de comportement, les envoient à leur médecin au neurologue, le neurologue donne de la Ritaline. Je voudrais dire que j'ai exercé 35 ans en France, il y a une très forte activité, et 3 ans ici à toute petite activité. En France, je n'ai jamais donné de la Ritaline à un enfant en 35 ans. Ici, j'en marque plusieurs fois par jour. Je veux dire qu'on est en train de chloroformer les enfants. Il ne faut peut-être pas s'étonner qu'il y ait des troubles de comportement par ailleurs. Il y avait une autre question, allez-y. Oui, il me semble que... Après, on répondra à couper, hein. Il me semble que depuis 2 ans, on a introduit un cours d'éducation civique à partir du lycée ou du collège, et qui est confié aux profs d'histoire d'ailleurs. Et c'est une idée intéressante, mais qu'est-ce que devient cette idée? Et une formation pour ça.
ça existe. Mais il y a une formation, professeur. C'est pas nouveau du tout. C'est pas nouveau. Chacun. Par hasard, j'enseigne Ezrachout, vous voulez dire. Pas par hasard d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant. J'en ai parlé là. D'abord, ça fait pas que 2 ans, ça existe depuis très très longtemps. Ça a toujours été. Enfin, moi j'ai fait mon aliyah en 1979 et j'ai déjà enseigné Ezrachout à ce moment-là. C'est vrai que les programmes ont été complètement refaits de manière... Et c'est justement la discipline qui permettra de créer cette identité plus ou moins... une identité commune, pas cette identité. Et c'est très bien fait, il y a des formations, religieux et non religieux. C'est très problématique, mais c'est très très bien fait. Le manuel est d'ailleurs extraordinaire, et je conseille à tous de prendre cet manuel et de le lire parce que c'est super intéressant. D'accord ou pas d'accord? Et je voudrais juste ajouter, le professeur d'histoire peut enseigner l'éducation civique, mais il y a une le professeur d'histoire peut enseigner l'éducation civique. Quelqu'un qui fait des études d'histoire peut devenir prof d'Ezrachout, de fait. Mais concrètement, il y a une formation de professeur d'éducation civique. Ça s'apprend dans le cadre de Madaya Hevra. Il y a une formation spécifique. Oui. Non, pas spécifiquement Matar, même à l'université. Les gens qui apprennent Madaya Hevra peuvent devenir professeurs d'éducation civique. Les professeurs qui apprennent histoire, enseignement de l'histoire, peuvent devenir profs d'histoire. L'un va enseigner l'autre et l'autre va enseigner l'un souvent. Mais il y a des Ishtalmouyot Morim, sans arrêt. Les formations sur le terrain sont très très bien faites, comme Odile vient de le dire. Vraiment, c'est bien fait. Allez-y. Madame Kotek. Oui, moi, ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est qu'on imprime n'importe quoi. Ces livres d'histoire, ils ont l'aval du ministère de l'Éducation nationale, n'importe quoi. Ils passent donc leur temps à vérifier les livres qu'on donne aux Arabes. Ils pourraient peut-être aussi vérifier les nôtres. Alors, tu as tout à fait raison. Huguette, tu as tout à fait raison. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y a eu une espèce de révolution silencieuse, on a appelé ça comme ça, qui fait que les commissions qui s'occupaient de rédiger les programmes ont pu travailler sans qu'on remarque. Elles ont fait des tas de changements. Et puis ça a explosé là dans cette guerre des manuels, etc. Ça a explosé au grand jour. À ce moment-là, on a changé les gens qui participaient aux commissions et on a commencé à améliorer les questionnaires et les autorisations qu'on donne pour les manuels. Aujourd'hui, tu peux pas écrire n'importe quoi. Mais effectivement, c'est ça la question, tout à fait. Tout à fait. Mais alors ça a changé justement grâce au fait, ça s'est fait sans que personne le remarque. Le manuel que je vous ai présenté a été fait par le ministère de l'Éducation lui-même. Mais personne n'avait senti que les changements étaient à l'œuvre. Maintenant, ça s'est bien resserré et les autorisations de manuels, je participe un peu à ces choses-là aussi, se font tout à fait différemment aujourd'hui. Mais c'était la bonne question. Mais ces manuels sont encore en usage? Non, et celui-là, il a été sorti. Celui-là, il a été mis au pilon. Il est arrivé jusqu'à la Knesset, jusqu'à la Vadat Achinour de la Knesset. Et là, tous les Chavrei Knesset, Mikir le Kir, je parle en franc-hébreu, ont décidé que ce livre-là ne pouvait pas continuer à être utilisé dans les écoles. Et pour la première fois en Israël, et dans le monde aussi, c'est quelque chose d'extrêmement rare, on a retiré un livre, on l'a mis au pilon, tout simplement. Daniela. Oui, moi je voulais parler surtout du rôle des parents, qui est maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est une plaie, mais d'un côté, c'est très bien que les parents soient, comme on dit, il ne faut pas que ça passe de la harvout à hitarvout. Et aujourd'hui, enfin, de mon expérience aussi, les parents presque dirigent l'école. Moi, on a des expériences de parents qui rentrent, interpellent la directrice, comme Dan l'a si bien décrit, et comment on peut faire face à ce problème, parce que moi je ne vais pas dans une banque et je dis à un banquier que tu dois faire et ce que je vais. Et dans les écoles, tout le monde se permet de venir et dire à la directrice qu'est-ce qu'il faut faire, et même rentrer dans les classes et dire. Là encore, le problème vient du ministère. Il y a au ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation, il n'y a pas nationale, au ministère de l'Éducation, il y a
une marlaka, un département de plaintes des parents et des élèves. Et je ne pense pas que ce soit seulement le problème de l'éducation. Regardez ce qui se passe dans tout ce qui est médecine. J'ai une sœur qui est médecin, et les gens viennent lui dire, bon ben, tu dois nous donner tel et tel médicament, telle et telle analyse. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Je pense que c'est une question de société, le postmodernisme, le post-sionisme. C'est une question de société, malheureusement. J'espère que le ministère saura faire quelque chose dans ce domaine. À part le postmodernisme, parce qu'on a l'impression qu'on met tout dans cette je me demande s'il ne faut pas chercher une influence souterraine des ONG derrière tout ce qui se manifeste dans les livres, comme vous avez dit maintenant. Il y a les ONG gouvernementales qui nous pourrissent la vie avec le financement à droite et à gauche pour aller dans une certaine direction. C'est comme ça qu'ils installent chez nous un narratif qui n'est pas le nôtre. La deuxième remarque que je voulais dire, bon, alors, à travers tout le système scolaire et les livres, alors, d'un côté, on veut la socialisation, l'union, le pluralisme, etc. D'un autre côté, on a peur de la division. Mais il y a quelque chose chez nous qu'on appelle le discernement, la Havdalah, qui n'est pas la Afrada. Alors, si on arrivait à trouver quelque chose dans ce sens-là, apprendre aussi à discerner que ça n'est pas ça, au lieu de vouloir toujours regarder les valeurs occidentales comme étant le repère que l'on doit imiter, alors peut-être qu'on arriverait à notre propre discours. Je vais dire une remarque quand même. Les ONG sont évidemment les outils d'expression et d'action de cette philosophie. Alors d'où vient cette philosophie, pourquoi est-ce qu'elle s'est répandue, et ainsi de suite. Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Mais nous sommes en face d'un pouvoir qui impose une conception du monde, une morale, enfin une anti-morale, si on veut dire. Et il faut résister à cette chose-là. Je vous ai dit comment, à mon grand étonnement, des gens qui témoignent d'une idéologie de Torah adoptent, avalent et intègrent une idéologie qui est contraire à leurs propres valeurs. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience, c'est le premier pas. Ensuite, je voudrais dire que une direction générale pour améliorer la situation, c'est une objectivisation du discours. Le postmodernisme prétend que chaque discours est un discours de propagande. Parce qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est vrai, il n'y a pas d'objectivité. Mais les tribunaux doivent peser la qualité des témoignages. Et ce n'est pas la même chose qu'un témoin qui ment effrontément et quelqu'un qui essaye de toutes ses forces de témoigner de ce qu'il a vu, et je sais pas, il s'est trompé entre une voiture bleue, une voiture verte, ou quelque chose comme ça, ou ça s'est passé à 10h du matin, ou à 10h15, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une énorme différence entre l'intention de vérité et l'intention de mensonge. Or, le postmodernisme fait un amalgame entre tout ça. Par conséquent, ils disent c'est impossible d'enseigner des choses objectives. Je prétends que ça n'est pas vrai, même en histoire. Il y a des choses qui sont factuelles. Et on peut discerner, comme dans le journalisme aussi, entre le rapport des faits et l'expression d'une opinion. Et il faut éduquer les enfants à cette chose-là, par le biais des disciplines scientifiques et aussi par le biais des disciplines littéraires, en premier lieu l'histoire. Et c'est pourquoi il faut faire des moyens d'enseignement qui permettent l'assimilation d'une grande masse de connaissances. Pour la bonne raison que maintenant, dans cet esprit où on fait que tout le monde est égaux, alors on enseigne aux enfants
on n'enseigne pas, c'est-à-dire on met les enfants dans une situation dans laquelle on leur dit, à l'âge de 8 ans, 9 ans, Ma she'elat hamerkar shelcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je veux dire, mais objectivement, il n'y a pas de merkar avant le MA, enfin. Jusque-là, et même à là, il y a énormément de transmission de connaissances. Et on ne développe absolument pas les choses qui sont essentielles, l'observation, la richesse du vocabulaire, le fait de noter les choses, d'en discuter, de respecter, d'apprendre à discuter, de bâtir un argumentaire, comme ça on dit, et ainsi de suite, de respecter le discours d'autrui et de savoir le critiquer. C'est l'amour de la vérité avec tout ce qui comporte. On apprend ça dans énormément de disciplines, et en mathématiques, et en sciences, et dans la Torah, et ainsi de suite. C'est des choses. Et pour ça, il faut savoir les bases. Par exemple, on a, étant donné qu'on a constaté que le vocabulaire s'appauvrit, alors on donne plus d'heures d'hébreu. Mais on a supprimé la grammaire. Ah bon? Alors de quoi on parle? Eh bien, on papote sur des textes du journal. C'est-à-dire que, en fin de compte, on consacre 6, 7, 8 heures par semaine à lire, à être capable de comprendre un article du Moussaf de Yediot. Ah, ça c'est vraiment... c'est quelque chose. Comme ça. Mais il ne faut pas enseigner Michelet ou Iov ou des choses comme ça qui permettraient peut-être d'approfondir, ou même des textes littéraires, je ne sais pas moi, l'Iliade, l'Odyssée, Platon, pourquoi pas. Et ça forme l'esprit, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut avoir appris la grammaire, il faut avoir appris la syntaxe. Ce sont les outils de la pensée. Je voulais ajouter quelque chose. J'ai moi-même enseigné dans les lycées israéliens pendant 38 ans. Et je suis absolument d'accord avec l'image que vous donnez de l'ambiance qui règne dans les écoles. Et je dois dire que j'ai pris ma retraite avant son temps, le jour où le directeur ou la directrice a donné raison aux parents contre ma plainte, contre l'élève, disons, et que j'ai vu que je n'avais plus à qui parler, et donc j'ai pris ma retraite. Mais en fait, ce que je voulais dire maintenant, c'est que si on veut un changement, c'est, à mon avis, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de créer une anti-école, c'est-à-dire de créer une autre école qui montre d'autres façons de faire. Et les Israéliens sont très ouverts d'esprit, ils sont toujours à vouloir les tradèches, chaque fois se renouveler, apporter quelque chose de nouveau, etc. Donc, à mon avis, les discours et les conseils, etc., eh bien, ça rentrera d'un côté d'une oreille, ça sortira de l'autre. Mais je pense que si on donne un type d'école où on commence, eh bien, ils seront très intéressés à voir autre chose. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? D'ailleurs, à Modi'in, il y a maintenant une école qui s'appelle Yahad, qui essaye de mettre religieux et non religieux. C'est tout nouveau, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça montre que le gouvernement est intéressé à de nouvelles initiatives. Au-delà de tous ces problèmes qui sont posés au niveau de l'éducation et qui ne se résument pas simplement au niveau du post-sionisme, j'ai le sentiment que nous avons un combat politique qui, jusqu'à présent, a été monopolisé par deux forces qui sont en principe opposées, les laïcs de gauche et les laïcs de droite, mais qui en fait toutes les deux sont tout à fait d'accord pour mener la même politique qui a produit un système d'éducation qui leur convient parfaitement et qui leur permet de se maintenir au pouvoir et de maintenir une chape sur la société israélienne qu'elle veut modeler à sa guise. Alors tout le monde passe de gauche à droite, c'est toujours la même chose. Par contre, il y a quelque chose qui est laissé de côté, totalement, et plutôt pas laissé de côté, mais qui est écrasé, c'est l'idée de messianisme. Il n'y a pas plus grande insulte dans cette société que de dire « ou messiani » ou « méchani ». C'est-à-dire c'est un idiot, c'est un type dangereux. Le messianisme qui était la force vitale, qui est la force vitale du Ham Israël,
et écrasés dans cette société. Et c'est ça qu'il faut faire émerger au-delà de toutes ces petites contrariétés dont vous parlez. Donc, je pense qu'on va arrêter ici les questions. Vous voyez que l'école aujourd'hui est extrêmement problématique, mais que quand même on a beaucoup d'espoir, parce que vous voyez qu'on a des enseignants de grande qualité ici, oui, que vous pouvez vraiment applaudir, qui font un travail de fond et de recherche, et je pense que c'est cela qui va nous donner l'espoir pour l'avenir. Je voudrais quand même que vous rappelez qu'à propos de postmodernisme, un des prochains sujets de conférence sera: est-ce que le postmodernisme est compatible avec un État juif? C'est une question, comme vous voyez, extrêmement importante. Et nous aurons encore une prochaine séance sur la terre d'Israël comme révélateur de l'identité du peuple juif. On n'a pas encore les dates parce que c'est après Pessah, donc c'est le long terme, puisqu'on est dans les préparations de Pessah pour le moment. Merci à vous tous d'être venus et Chag Sameach.